Bonjour à tous. Alors cette fois j'ai décidé de parler d'un truc un peu différent avec un nouveau concept, me mettre à dos tous les exploitants de salles qui font des multiplex. Non, je ne vais pas parler du prix quasi prohibitif des tickets, en tout cas pas en priorité, mais c'est vrai que quand on est une famille avec 2 enfants requiert le PIB d'un pays africain, il y aurait de quoi. Mais après tant d'années à parler de cinéma, j'ai envie de revenir sur un sujet qu'on a rarement l'occasion d'évoquer, la salle de cinéma elle-même. Depuis les premières expériences parisiennes, entre autres, où l'on réunissait les curieux sur des chaises en bois pour admirer des films de 2 à 5 minutes, allant de prises de vue documentaires à quelques gags, puis dans sa conquête du monde rural à travers les salles de cinéma itinérantes qui en ont fait une attraction de fête foraine, au cinéma de quartier et enfin aux multiplex modernes de plus de 8 salles ou aux diverses projections événementielles en extérieur, le cinéma c'était d'abord et avant tout la salle de cinéma. À l'époque du muet, une fosse à orchestre ou un simple piano accompagne des projections sur une toile blanche, parfois avec l'appareil même qui a servi à les capter, la révolution du cinématographe des frères Lumière. La conversion de plusieurs théâtres en salles de projection, plus rentables grâce à leurs multiples séances, fait hériter au cinéma leur traditionnel fauteuil rouge. Plus les films s'allongeront, plus ils deviendront confortables. Avec l'arrivée du son synchrone avec l'image, la fosse et le piano disparaissent, rendus obsolètes. Ce son est d'abord monophonique et contient assez peu de dialogue qu'on a encore du mal à enregistrer. Et enfin, les salles de cinéma commencent à s'éclairer de couleurs. Et puis, dans les années 50, arrive la télévision avec les diffusions de films, mais aussi de programmes originaux, tels que les séries ou les shows. Le cinéma en général, et les exploitants de salles en particulier, paniqués, rivalisent alors d'ingéniosité pour essayer de rendre la salle plus attractive que le poste de télévision. C'est la naissance des ratios larges, 1,66, 1,75, 1,85, et enfin le cinémascope en 2,20, 2,35 et jusqu'à 2,76. Les pistes son passent à 2 pour le stéréo et, exceptionnellement déjà à partir des années 50, mais plus couramment dans les années 90, à 6 avec le Dolby 5.1, pour offrir plus de spectacles que votre misérable téléviseur stéréo. Mais le cinéma, et donc la salle de cinéma, enchaîne les nouveaux ennemis. Le cinéma à domicile et à volonté dans les années 70-80 avec la VHS, puis le DVD dans les années 90, chacun apportant son lot de production à moindre budget mais avec tout de même un chouïa de gueule pour l'époque. Dans les années 90 et surtout les années 2000, Internet débarque permettant à n'importe qui équipé d'une simple ligne téléphonique et d'un ordinateur avec une connexion Internet de pouvoir pirater un film avec une qualité assez convenable. Bon, fallait être patient, hein, mais on finissait par y arriver. Je peux vous le dire, j'ai grandi en plein dans cette période et je pense que 75% de ce que j'ai vu du cinéma à cette époque était grâce à ça. Le mieux c'était quand tu passais 3 jours à télécharger un film de 700 mégaoctets et que tu tombais sur un fake parce qu'un connard s'est amusé à renommer un autre film pour te piéger. Ou pire, ou mieux, ou pire, un porno. Téléchargez pas les enfants. Et streamez pas non plus. Et jusque-là, le cinéma tient encore à peu près le choc, parce que pour beaucoup de gens, c'était vu comme dangereux ou pas bien de télécharger, et les délais permis par les connexions de l'époque rendaient de toute façon plus avantageux d'aller voir le film en salle ou d'aller l'acheter au vidéostore du coin, vous savez. À l'époque, on sortait encore de chez nous pour acheter des produits culturels. Comme une bande de blaireaux. Le cinéma a quand même riposté avec sa dernière arme, la projection numérique et la 3D stéréoscopique, grâce notamment à James Cameron et Robert Rodriguez, qui a entraîné le renouvellement des équipements de projection du monde entier. Alors, je sais qu'il y a plein de gens, hipsters, qui vous vanteront les qualités d'une projection argentique comme étant le saint graal absolu de l'expérience cinématographique. Oui, comme les relous qui ne jurent que par les vinyles, exactement. Mais moi qui m'en suis tapé toute mon enfance, je peux vous en parler des projections argentiques. Une saloperie qui tremble constamment à cause du défilement de la pellicule et des secousses provoquées par le mécanisme du projecteur lui-même, qu'il fallait mieux voir en début de semaine, parce qu'à la fin de la première semaine, elle était déjà à moitié délavée et commençait à avoir tout un tas de rayures visibles sur le côté et parfois en plein milieu de l'image. Vous savez, comme le filtre que foutent Robert Rodriguez et Tarantino sur leurs films, mais aux endroits et moments pensés pour que ça rende classe. Pas n'importe où et généralement là où il faut pas. Le truc qui faisait aussi que régulièrement tu voyais ce genre de saloperie, un tout petit cercle qui apparaissait à intervalles réguliers d'environ 22 minutes, parce qu'une bobine de projection ça contient une durée limitée d'images avant d'atteindre une taille et un poids qui la rendent inutilisable. Il fallait relier les bobines avant la projection, au bon endroit pour que la transition se fasse bien, généralement on profitait d'un cut pour le faire, et ces cercles servaient de repère aux projectionnistes. Mais le mieux, c'était les divers accidents auxquels le processus était prompt, comme ce jour où, à mon 2e essai pour essayer de voir le film Hannibal, parce que la première fois le voir avait refusé de me laisser rentrer en salle, même accompagné de ma mère, à cause de mon âge. Et donc là, en train de kiffer depuis 1 heure, parce que c'était l'époque où Ridley Scott tripatouillait pas encore trop le script de ses films, je me retrouve ultra investi dans une scène de jeu de chat et la souris ultra tendue, je vois Hannibal se faire sauter dessus par les hommes de main de Mason Verger, Clarice s'interposer, sortir son flingue, éviter de justesse le... Quoi? La pellicule avait cassé. La bobine était déjà
trop utilisé. Heureusement, à l'époque, on avait encore des vrais projectionnistes en salle, le gars recollait le truc en moins de 2 et l'a relancé là où ça avait craqué. Aujourd'hui, où les exploitants de salle exploitent aussi leurs employés en leur faisant faire les sodas, les bonbons, la caisse, le ménage, la projection et sans doute les chiottes, t'as un problème pendant une séance, il faut 15 minutes ne serait-ce que pour que l'équipier arrive dans la cabine, mais ça, c'est pas la faute de la technologie. Et je digresse. Et encore, avec la pellicule, j'ai à peine parlé de la question de la précision de l'image qui était toujours un petit peu floue. J'entre à peine dans la question de la perte de qualité provoquée par le processus de la copie de projection elle-même, qui additionne le grain de pellicule, parce que sinon on y serait pendant 3 heures. Allez voir mes bases du cinéma, elles sont en train de pourrir dans un coin de la chaîne, j'apporte ça pendant 2-3 secondes dans le premier, au moins elles serviront à quelque chose. Face à tout ça, arrive donc, pour contrecarrer Internet et la télévision, la projection numérique, introduite notamment par les premiers films 3D modernes. Plus de perte de qualité à la copie et au fil des visionnages, plus de tremblements, une précision inégalable en pellicule si ce n'est éventuellement en 70 mm, pas de crack dans le son parce que lui aussi devient numérique alors qu'avant, imprimé sur la pellicule, il pouvait lui aussi brûler à cause de l'ampoule du projecteur, se rayer et prendre des poussières, ce qui étouffait ou faisait craquer le son. Maintenant, c'est la projection parfaite à chaque séance. Ou presque. Une fois, en 10 ans de cinéma numérique, j'ai eu un film dont le fichier a eu un bug pendant une seule seconde, c'était Venom si vous voulez savoir. D'un seul coup la projection a fait ça, et puis après plus rien. Plus souvent, j'ai eu un souci avec les technologies 3D, qui soit n'ont lancé qu'un seul œil au début de la séance, soit, très récemment, ont présenté un décalage entre l'image de droite et celle de gauche dû à une mise à jour défectueuse du projecteur. Une ou deux fois, une projection n'a lancé que le son et pas l'image, ou l'inverse. Mais le plus frustrant avec le numérique, c'est ça. Ça, c'est l'ampoule du projecteur, parce que tout projecteur a besoin d'une source de lumière. Et avec la 3D, qui demande 2 fois plus de lumière, leur durée de vie a un petit peu baissé par rapport à celle des projecteurs pellicules. C'est pourquoi les exploitants de salles ont décidé de ne rien changer à leurs habitudes, ce qui fait que dans les salles équipées de projecteurs 3D, on a très souvent des films projetés avec la moitié de la puissance nécessaire, parce que l'ampoule aurait dû être changée depuis 2 mois, mais oh, ça coûte cher mon vieux! Donc on l'a pas changé. C'est pour ça qu'en ce moment tout le monde parle des projections laser, qui proposent une durée de vie hallucinante allant jusqu'à 30 000 heures. Cela dit, face à une résistance de puristes, on a essayé aussi de proposer plus grâce à la pellicule avec les projections IMAX, des films sur un celluloïde 2 fois plus grand, 70 mm, et aussi récemment en numérique, projetés sur un écran lui-même 2 fois plus grand. Ce qui demande beaucoup de place et à mon sens empêche de profiter de l'image, mais rencontre de plus en plus de succès malgré le peu de cinéma qui propose cette expérience. Mais comparé aux désavantages d'une projection 35 mm classique, la projection numérique était un énorme progrès pour les salles de cinéma, même si le renouvellement de l'intégralité des parcs de projecteurs, responsable initial de la surtaxe sur vos séances 3D, devrait être remboursé depuis longtemps maintenant parce qu'un projecteur ça coûte entre 50 000 et 100 000 balles, donc au bout de 10 ans ça devrait être réglé, il ne devrait plus avoir de raison de payer une surtaxe sur les séances 3D, mais bon, c'est un autre problème. Dernier point mais pas des moindres, le numérique a grandement réduit une bonne partie des frais de distribution nationaux et internationaux, puisque les films sont désormais livrés sur de simples disques durs sécurisés appelés DCP, et non en 5 ou 6 bobines lourdes et encombrantes, et on arrive ou arrivera bientôt à ce que les DCP soient directement téléchargeables et non livrés. Le problème principal est né quand les connexions internet ont commencé à s'améliorer suffisamment pour que le streaming émerge, pour que le téléchargement en HD devienne une question de secondes, et qu'ainsi le cinéma voit débarquer son nouvel ennemi diabolique. Et là, ils ont pété un câble. Bah oui, parce que vous comprenez, ils sont un peu bloqués maintenant. La 3D, c'est déjà la 4e ou la 5e fois qu'ils essaient de nous la vendre, et comme d'habitude, ça marche pas des masses. Et maintenant que le cinéma est passé au parlant et à la couleur, il te reste quoi à améliorer avant d'inventer littéralement n'importe quoi? Plus de couleurs? Plus de canaux audio? Pouf. Alors la société Dolby s'est engagée sur cette route, et ça a beau paraître con, au niveau du son en tout cas, ça envoie du lourd. Alors, ils ont bien testé le Dolby 7, qui existait déjà, l'épisode 1 de Star Wars en 99 l'était par exemple, en THX, pas en Dolby, mais au final, quand t'as déjà 6 canaux, en rajouter 2 ou 4 sur les côtés, ça change pas grand chose. Ajoutons-en 59. Alors oui, ça paraît ridicule, mais le son Dolby Atmos est un son en 65 canaux. Cela dit, vous n'êtes pas obligé de voir 65 enceintes pour en bénéficier chez vous, hein.
La principale différence est la présence d'enceintes au plafond, afin de pouvoir précisément spatialiser la provenance du son dans toutes les directions possibles. Honnêtement, la seule prochaine étape, c'est de mettre les enceintes au sol ou dans le dossier du fauteuil. Et il faut l'admettre, quiconque a été voir un film en Atmos ne jure plus que par le son Atmos. C'est franchement le plus beau son qu'il m'ait été donné d'entendre et surtout le plus immersif. Vous pouvez très précisément suivre le trajet d'un objet ou d'une personne uniquement au son et l'expérience est quasi inégalable à la maison, à cause du nombre d'enceintes réduites, mais surtout à cause du nombre de voisins qui vont vous démembrer si vous essayez de regarder un film en Atmos à 3 h du mat. Et de toute façon, si vous le faites, votre immeuble... Alors par contre, si ajouter des canaux audio ça marche, ajouter des couleurs... c'est très compliqué. Alors, vous voyez là, c'est une représentation du spectre des couleurs que l'œil humain voit. Notez bien, c'est pas le spectre des couleurs qui existe, et c'est même pas le rendu fidèle des couleurs que vous voyez ici. Cette vidéo est encodée d'une façon qui fait que vous pourriez pas voir toutes les couleurs de toute façon, et c'est même pas le spectre des couleurs qui existe en vrai quoi. Il y a d'autres couleurs dans les infrarouges et de l'autre côté dans les ultraviolets. Il y a potentiellement des choses, des couleurs que nos yeux ne voient pas, dans les extrêmes. Et c'est des notions qui sont importantes à comprendre et résumer pour expliquer mon problème. En fait, rien de ce que nous utilisons dans la vie de tous les jours ne rend fidèlement le spectre des couleurs réelles. Le papier par exemple, qui réfléchit la lumière projetée dessus dans nos yeux, rend au maximum ce spectre des couleurs. Encore une fois, c'est une illustration. Rien ne peut être plus blanc que le blanc du papier lui-même, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Le papier de lui-même ne peut pas dépasser son propre blanc. Les écrans, eux, sont capables de projeter de la lumière, et en offrant plus de dégradés de lumière pour chaque couleur, ils ont agrandi le spectre des couleurs reproduisibles par l'homme, même si ça dépend des écrans et des sources que vous diffusez dessus. Et en fait, ça dépend même de si vous utilisez des écrans pro ou des écrans grand public. Mais alors attention, parce que c'est là que ça se complique. Plus de couleurs, ça ne veut pas forcément dire plus de nuances. Là, les couleurs sont bien dégradées, mais on perdrait en nuances avec la compression des couleurs, la façon de les encoder, qui s'exprime en bits. Plus vous avez de couleurs à disposition, plus vous devez affiner la compression. YouTube, vos DVD, vos Blu-ray, quasi tous les médias grand public sont encodés en 8 bits. Mais au cinéma, on projette en 10 bits, avec une gamme de couleurs plus étendue. Et les professionnels qui ont travaillé sur le film en pré-production ont même bossé en 12 bits. Oui, je sais, 12 bits c'est énorme, mais en fait, à moins de les avoir sous le nez, par le biais d'un comparatif, c'est assez difficile de faire la différence à l'œil nu entre une image 8, 10 ou 12 bits. Il y aura une légère différence de contraste ou de luminosité, mais franchement, les couleurs elles-mêmes vous sauteront pas à la figure, même en les mettant côte à côte. Oui, vous allez perdre des informations en passant de 12 à 8 bits, de la même façon que je vais perdre ce grain de sable là. Ah, je l'ai perdu. Et surtout, ne faites pas confiance à ce genre d'image, qu'on sort beaucoup pour vanter les qualités des écrans HDR en ce moment par exemple. Le principe, c'est que les écrans eux-mêmes affichent plus de couleurs. Donc pour vous faire un exemple, ils ont pris une image et ont artificiellement désaturé et réduit la luminosité du reste. Mais alors, quand l'image est toute seule, sans comparaison possible, c'est franchement compliqué de faire la différence entre du 8 bits et du 10 bits HDR par exemple. Et à mon sens, c'est parce qu'on approche tellement des extrêmes que pour nos yeux, c'est du pareil au même au final. Tenez, ça c'est du taupe, et ça c'est du taupe un point plus clair. Et en salle, cette recherche de plus de couleurs a donné le Dolby Vision ou Dolby Cinema, une projection laser bien plus puissante et endurante qu'une lampe à incandescence qui fatigue et doit être changée régulièrement, n'est-ce pas les exploitants de salle? Avec un spectre de couleurs qui occupe presque toute la capacité de l'œil humain, encodé en 12 bits. C'est extraordinaire. La contrepartie? 9 € en plus du prix du ticket! Waouh! Vous vous rendez compte que ça s'ajoute à quasi 9 € pour un adulte en province et à quasi 12 € pour un adulte en région parisienne? 18 € pour une personne pour voir un film avec un peu plus de couleurs? Ok, les fauteuils sont mortels, hein, mais ça va le délire là? 20 balles censé être le prix pour l'acheter le film, pas pour avoir une bonne séance? Oui non, parce que ok, là en Dolby Laser, on a une image irréprochable. Mais sinon, si on faisait les projections traditionnelles correctement, on n'aurait peut-être pas besoin de payer 9 € pour avoir une qualité convenable. Mais alors, je peux pas trop gueuler parce que là, on est encore dans le raisonnable avec le Dolby Atmos et le Dolby Vision. Meilleur son, meilleure image, et le résultat, aussi onéreux soit-il,
est au rendez-vous. On peut pas en dire autant pour tout le monde. Qu'est-ce qu'une projection Onyx, me demanderez-vous incrédule, étant donné que le nombre de salles équipées de cette merde, de cet appareil révolutionnaire en France, se compte encore sur les doigts de la main? Eh bien, vous répondrai-je, c'est la nouvelle idée ultime des exploitants de salles pour essayer de faire du cinéma une nouvelle expérience révolutionnaire et vibrante, destinée à sortir les spectateurs de leurs écrans de télévision. Un écran de télévision! Non? Non, c'est pas une blague. La nouvelle idée révolutionnaire pour ramener les gens en salle et sans doute faire des économies, on y reviendra, c'est celle de Samsung qui a décidé de foutre un putain d'écran géant dans une salle de cinéma. C'est tout. Et vous en avez marre de regarder une télé? Venez vous évader au cinéma devant une grande télé? Alors pardon, je suis mauvaise langue, la marque se fend avant tout d'un meilleur rendu des couleurs et surtout des noirs profonds, et ça c'est absolument vrai. En même temps, c'est de la logique. Vous vous souvenez de mon exemple avec la feuille de papier? Le cinéma, c'est soit une toile blanche, soit, depuis le numérique, une toile argentée pour mieux réfléchir la lumière et rendre les couleurs. Mais tout comme la feuille de papier ne peut pas aller au-delà d'un certain blanc, la toile argentée ne peut pas disparaître lorsqu'une zone doit être noire. Et comme les salles de cinéma ne sont pas entièrement noires, quand tu as un passage au noir, bah tu vois légèrement l'écran dans le noir. C'est normal, il est blanc ou argenté. L'écran de cinéma, est de base d'une dalle sombre composée de multiples LED qui vont générer les couleurs en s'éclairant, et du coup, lorsque quelque chose doit être noir, eh ben c'est noir. Noir comme... Darker than a black steer's tuchus on a moonless prairie night. Voilà, noir quoi. Et comme on regarde une source de lumière, il n'est pas impossible que l'image soit un peu plus claire que lors d'une projection, où on observe la réflexion de la lumière, et non sa source, mais ça j'en suis pas certain. Alors vous allez me dire, outre le fait qu'on remplace un projecteur par un écran de télévision, et le sacrilège est un peu compréhensible je pense, qu'est-ce que ça peut avoir de si atroce l'écran Onyx? Parce que le titre de cette vidéo c'est que les salles de cinéma partent en couille. Ben justement, vous avez tous eu des écrans, et bien l'écran Onyx a tous les problèmes d'un écran. Numéro 1. Gérer les multiples résolutions. Il y a plusieurs niveaux de qualité au cinéma. La 2K est tellement proche de la HD que le milieu se met progressivement à jour pour adopter la résolution 4K, parce que sur un écran aussi grand qu'au cinéma, doubler la résolution, c'est doubler la définition et la précision de l'image. Le problème, quand tu projettes des pixels, même avec une projection aussi nette que le numérique, à l'arrivée, le carré est devenu un point. Mais comme il y en a beaucoup et que l'image est loin, on les mélange. Alors quand tu regardes une projection 2K, c'est pas aussi net qu'en 4K, mais c'est pas flou. Un écran doit gérer des pixels. S'il est fait pour aller jusqu'en 4K, toute résolution inférieure doit être gonflée et chaque pixel doublé. Résultat, tout film projeté en HD ou 2K sur un écran Onyx est pixelisé et on se retrouve comme sur un jeu vidéo avec des contours aliasés, des dégradés moins fluides, simplement à cause de la technologie d'un écran. Ça se voit pas toujours, généralement c'est les sous-titres qui trahissent le truc, mais je vous le garantis, c'est dégueulasse. 2. Gérer les multiples résolutions. Bis. Pourquoi? Eh bien si vous avez jamais zappé une seule fois dans votre vie, vous savez qu'un écran met du temps lorsqu'il change de chaîne, et plus encore, de résolution, notamment si vous jouez aux jeux vidéo. Et bah ces écrans-là font pareil. Et genre, ils mettent 3 plombes quoi, vous pouvez facilement passer 1 à 3 secondes d'écran noir avec le son qui passe normalement au-dessus. Pourquoi je ne l'aborde qu'en point bis et rapidement? Parce que c'est un problème qui ne se présente qu'en dehors d'un film. On ne change pas de résolution au cours d'un film. Mais, on le fait littéralement à chaque publicité et à chaque bande-annonce avant la séance. Et même si vous ne les regardez pas avec attention, au bout d'un moment, c'est légèrement frustrant et pour du matériel pro, ça la fout mal, je trouve quand même. 3D. Alors la 3D, c'est très drôle. Vous savez tous qu'on perd un peu en luminosité à cause de la technologie des lunettes. Et l'écran Onyx est censé être une solution avantageuse à ce problème, puisque l'écran lui-même est supposément plus lumineux qu'un écran de projection classique. Bon, déjà on sait tous que les écrans baissent en luminosité au cours de leur vie, parce que rien n'est éternel, et un écran géant ça se change pas comme une ampoule de projection, mais que voulez-vous, c'est pas le fort des dirigeants d'entreprise actuels d'avoir des visions d'avenir. Si vous avez un écran 3D chez vous, je suppose que vous en êtes satisfait et vous voyez pas en quoi ça peut être un problème de gérer la 3D. La bonne blague, c'est qu'en fait, quand la technologie d'un écran 3D devient aussi mastoc, la baisse de luminosité provoquée par cet effet est telle que, dans les zones de l'image qui approchent du blanc, vous vous mettez à distinguer les LED. Comme si vous pouviez voir les lignes entre les LED de votre écran de télévision.
Et alors moi vous m'excusez, mais personnellement, échanger des noirs un petit peu moins profonds contre des défauts pareils, c'est hors de question quoi. Voir les pixels, voir les changements de résolution, voir les LED dans les séances en 3D, faudrait peut-être pas exagérer. Parce qu'attendez, ça c'est quand ça marche. 4. L'obsolescence. Ah, les pixels morts. À l'heure actuelle, je crois qu'aucune technologie n'y échappe. Un jour ou l'autre, vous verrez apparaître quelque part sur votre écran un pixel mort. Mais imaginez en plus sur un écran géant, utilisé non-stop de 8h, 9h à 1h du mat, 7 jours sur 7, 365 jours par an. En plus de la baisse de luminosité, vous aurez, un jour ou l'autre, des pixels morts. Et là je parle du vieillissement de l'écran lui-même, mais vu la connerie du public en salle de cinéma, on n'attendra pas longtemps avant d'avoir des écrans avec des pop-corn coincés dedans, des mecs qui balancent leur soda et d'autres trucs que je préfère même pas imaginer. Et pour nettoyer un truc avec des interstices partout, ça va être très drôle. Et vous savez quoi, là je vous parle des effets du temps, mais laissez-moi vous raconter une anecdote qui s'est produite à peine 6 mois après l'installation de l'écran Onyx dans l'un des cinémas que je fréquente. Un écran géant, c'est pas aussi simple que de dire que c'est une grande télévision. C'est vraiment un monstre de technologie. C'est plusieurs panneaux lumineux composés de plusieurs petites LED assemblés et reliés par tout un tas de circuits électriques qui leur font comprendre que chacune est un pixel de l'écran. Et donc ça a des tas de possibilités de foirer. Illustration avec mon anecdote, la projection de Ad Astra. Le film était diffusé en 2K, donc déjà faut vous imaginer qu'il y a le problème des gros pixels bien baveux de base, hein. Et alors là, est-ce que vous voyez un problème? Les gens entraînés le remarquent peut-être. Pour les néophytes, je vais vous donner un truc pour vous aider. Là, stop! Vous le voyez? Non? Attendez, je vais zoomer dessus. Vous savez ce que c'est ça? Si vous avez vu mes bases du cinéma, vous le savez déjà. Une image est créée en superposant les informations de luminosité, noire et blanche, et ensuite 3 couches de couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Alors c'est quoi le problème ici? Bah qu'il y a un câble, une connexion ou un circuit imprimé quelque part dans l'écran qui, en à peine 6 mois, a déjà trouvé un moyen de déconner et qui a décalé la couche de rouge d'un pixel. Donc chaque contour net d'un objet ou d'une chose blanche se dote d'un liseré rouge, parce que si c'est blanc au max, c'est aussi rouge au max. Alors ça se voyait surtout sur les sous-titres, mais régulièrement sur l'image aussi, et tout au bord du cadre, ça donnait régulièrement ce trait rouge qui pour le coup était assez distrayant vu que, grâce à la technologie Onyx, les couleurs, les ombres et les lumières sont plus intenses, même quand elles déconnent. Et alors, pour finir l'anecdote en beauté, en sortant de la salle, je suis allé voir un employé qui m'amenait à sa responsable pour signaler le problème. Ce que vous devez faire également, hein. Quand vous voyez un problème, signalez-le aux équipes parce que les pauvres ils ont tellement de trucs à faire qu'ils peuvent pas faire le contrôle qualité, donc si vous le faites pas, personne ne le fera. Et à la séance suivante, j'ai eu le plaisir de constater que le problème avait été réglé. Cette fois c'était la couche de bleu qui était décalée. Mais bon, satisfait de ce qu'on a ma bonne dame, au moins le bleu ça se voyait pas autant que le rouge ou le vert. Et attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que dans ce cinéma, la salle Onyx, c'est devenu un peu le moyen de faire une séance 3D sans avoir à se taper le changement des ampoules. Je vous l'ai dit, économie sur la 3D. Alors, j'étais pas surpris de payer un surcoût de 3 € pour les séances 3D, vu que, en projection classique, ça coûte déjà 2 € de plus. Mais un jour, j'ai été voir Le Chant du Loup en séance Onyx, un film en 2D, et là j'ai été surpris de payer également une surtaxe. Parce qu'en fait, c'est pas la séance 3D Onyx qui a 3 €. C'est la séance Onyx. Tout court. Donc les gars, ils te font venir en salle de cinéma pour voir un écran de télévision, et ils te font payer une surtaxe en plus. Alors je sais pas pour vous, mais moi généralement on me paye le café avant de m'enculer comme ça. Et encore, j'aime pas le café. Mais alors attendez, parce que si vous avez envie de vous faire élargir la rondelle, il faut que je vous parle de la projection ICE. Vous vous souvenez quand Philips a lancé cette idée débile des téléviseurs Ambilight? Le truc qui projette sur ton mur une lumière qui se raccorde à l'ambiance de l'image du film? Mais si, vous savez bien, le truc que personne n'a jamais acheté parce que ça sert absolument à rien. Et ben maintenant ils font ça en salle de cinéma. Alors j'en parle ici parce que comme le Onyx c'est un héritier de la télévision, mais en fait c'est plus proche des séances Dolby, sauf que Dolby a un contrat avec Pathé, et ICE c'est avec CGR. Mais en gros c'est la même chose, hein, des meilleurs fauteuils, une projection laser, mais le petit plus ajouté c'est ça. Ces petites merdes sur le côté qui projettent là un bout de forêt merdique, et là des lumières bleues parce qu'on savait pas quoi mettre, et ça c'est censé améliorer ton expérience cinéma. Avoir un écran de veille sur les côtés du principal. Les gars, c'est des génies quoi. Bref, aller chercher la solution au danger Netflix chez l'ennemi principal du cinéma, la télévision, ça ne donne rien de bon. Allez comprendre.
Mais cette dernière technologie va nous amener à la dernière révolution proposée par les exploitants de salles pour nous y faire revenir en masse, l'association du ScreenX et de la 4DX. Le ScreenX, pour commencer, parce que c'est le plus simple, c'est un peu comme le Ice, mais pas vraiment. En fait, les murs de la salle deviennent, lors de certaines séquences faites spécialement pour ça, rarement sur tout le film, une extension du cadre du film. C'est assez moche, parce que comme c'est sur les côtés et que ça doit marcher avant tout pour les rangs du milieu et du fond, c'est vachement étiré, et surtout ça ne sert absolument à rien, parce que tes yeux sont focalisés sur l'élément important de l'image, et non en train de regarder sur les côtés. Après, c'est l'appréciation de chacun, bien sûr, hein, mais enfin, si on réfléchit 2 secondes, c'est vraiment complètement con et superflu. À quel moment tu regardes sur les côtés dans un film? Puis même niveau immersion, l'effet est tellement visible. Mais le nœud du problème vient d'une idée absolument pourrie, aller chercher l'avenir du cinéma dans son passé en recyclant la tradition foraine du cinéma, très transitoire et secondaire. Tout de même, j'insiste là-dessus parce que ça revient à tout bout de champ le passé forain du cinéma, mais c'était quand même plus une façon de faire découvrir le truc que le but pour lequel il a été créé, en transformant la salle de projection en véritable attraction de Disneyland. Donc, en 4DX, la salle entière devient le film. Vos fauteuils vibrent et s'inclinent en accord avec l'action et le plan du film. Donc déjà, tu passes 2 heures à te faire trimballer comme un sac par ton fauteuil, ce qui en plus d'être désagréable peut très facilement virer à l'accident si vous avez envie de vous lever, genre, imaginons, soyons fous, pour aller aux toilettes, parce que ces blaireaux ont rien trouvé de mieux que de mettre des repose-pieds à 10 cm du fauteuil d'en face. Quiconque a déjà tenté cette expérience s'en est sorti avec les chevilles défoncées et 1 ou 2 bonnes chutes. Un moment de silence en leur mémoire. Mais alors le mieux, c'est qu'avant d'aller en salle, t'as une liste longue comme le bras d'avertissements qui te disent de pas amener des vêtements qui craignent, entre autres, parce qu'en plus des fauteuils qui bougent et vibrent et de l'écran sur les murs, t'as des lumières pour faire des éclairs, des ventilos pour simuler le vent froid ou chaud, des diffuseurs d'odeur, la machine à fumer pour faire de la brume, et enfin la machine à pluie pour te lessiver la gueule et ruiner tes fringues. Certaines salles ont même des machines à neige et à bulles. Ou c'est partout, je sais pas, ils en parlent moins de cet effet-là. Et donc, outre le fait que tu sors de là avec un limbago, les fringues trempées et imprégnées d'odeur artificielle, ta séance de ciné devient une véritable expédition préparée à l'avance parce que va sauter de façon impromptue dans une séance 4DX avec des fringues qui craignent un petit peu. Ouais, on peut désactiver la pluie d'une simple pression sur un bouton, mais putain, à 7 € le supplément si t'actives pas la pluie, t'as juste payé pour te faire secouer et étouffer dans du bruit artificiel, quoi. Mais plus grave surtout, à force de vouloir augmenter les sensations offertes par le cinéma, on ne fait que les diminuer. Chaque effet est un acte qui va te sortir du film, te distraire de sa diégèse, sa réalité, son histoire, et en fin de compte, à vouloir faire ressentir plus de choses aux spectateurs, on les empêche surtout de les ressentir grâce au film lui-même. Vous savez, pour tout ce que j'ai de mal à dire sur The Revenant, il n'y avait pas besoin de faire tourner un ventilo pour me faire passer une sensation de froid. J'ai pas eu besoin de sentir les gouttes de pluie dans la matrice pour être plongé dans sa réalité virtuelle, et j'ai pas besoin d'une machine à éclairs pour avoir peur dans mes films d'horreur. Et quand les exploitants de salles sont persuadés que c'est ça, ces technologies foireuses et sans avenir, quand elles ne sont pas du pur foutage de gueule, qui est intéressant pour ramener les gens en salle et les sortir de Netflix, au point que trouver une séance dans la langue et la technologie qui te conviennent devienne un véritable casse-tête, et non pas de proposer de bons films, ou, plus dans les corps des exploitants, des projections dans de bonnes conditions, sans ampoules qui sont en fin de vie depuis 2 mois, sans avoir à craindre un incident technique parce qu'il y a quelqu'un dans la salle, où on vire les gens qui font chier en allumant leur portable ou en parlant fort, notamment pendant les films d'horreur, et on nettoie entre les séances. Oui, il me semble clair que les exploitants de salles partent en couille. Leur seul objectif, c'est réduire les coûts d'entretien et de personnel en déspécialisant tous leurs employés et faire du fric en faisant raquer à mort les clients avec des surtaxes et de la confiserie. Le cinéma est devenu un lieu de consommation comme un autre, le spectateur un client, la séance une opportunité d'achat. Et comme à chaque fois que ça se produit, ça ne donne que des excès, souvent contre-productifs, alors que la solution est toute simple. Netflix n'est qu'un autre moyen de profiter du cinéma. Faites votre solution correctement. Prenez soin de vous, regardez des films, vous avez vu ma phrase d'outro va devenir ridicule si les salles de cinéma continuent comme ça et disparaissent. Ciao!